Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une émission qui revient d'outre-tombe. Nous sommes en octobre, c'est Halloween, c'est le mois des fantômes et des créatures anciennes. Et qui revient d'outre-tombe? Eh bien, c'est le format Back Issues que vous n'aviez pas entendu depuis de nombreux mois et on vous présente toutes nos excuses. C'est totalement la faute d'Arnaud. Pour cette absence, c'est complètement ma faute. C'est super arbitraire d'ailleurs de dire les choses comme ça. C'est un gros nul, faut le dire. Voilà, c'est ça. Que dans les commentaires, Arnaud, #gros nul. Ouais, c'est pas le hashtag le plus sympa que que t'aies voulu initier, mais ma foi, Corentin, tu es avec nous aussi. Bah oui. Pour faire un petit peu de Back Issues. Donc, on vous rappelle, c'est ce format où on se pose avec Corentin pour simplement parler de bande dessinée qu'on a lu. Alors, ça veut pas dire que ça faisait des mois qu'on n'avait pas lu de bande dessinée, c'est juste pas trouvé le temps et l'organisation pour pouvoir en parler calmement avec tout le travail qu'il y a eu ces derniers mois. Alors, vous l'avez vu de toute façon sur First Print avec toutes les interviews notamment qu'on a effectuées, tous les autres podcasts, les adaptations, les front pages qu'on a voulu ne pas manquer également, et puis la préparation des First Print Awards qui prend énormément de temps également en interne. Ce sera une sorte de grand Back Issues. Qui sera une synthèse. Après, on n'aura pas le temps de développer puisque de toute façon, c'est pas forcément nous qui présenterons chacune des œuvres qui sera récompensée, mais peut-être que dans les Back Issues, parce qu'on va, alors on vous le dit à chaque fois, promis, ce sera plus régulier, mais voilà, on va quand même les reprendre à un rythme plus régulier, c'est promis. Tu vas littéralement dire, promis, ce sera plus régulier. Oui, c'est ça, ouais. Mais je le maintiens, mais que voilà, sûrement dans les Back Issues qui arrivent, eh bien, il y en a peut-être des titres que l'on retrouve au First Print Awards, au moins dans les il y en a, je pense, au moins dans les sélections, et peut-être certains qui seront les grands gagnants. Mais en attendant, Corentin, on va simplement parler de bande dessinée, et j'ai envie de commencer par un titre pour cette émission qui s'appelle Bird King, qui est apparu. Donc il y a 2 tomes désormais qui sont parus aux éditions des Humanoïdes Associés, alors qu'on n'associe pas forcément aux comics de façon générale, mais voilà, ça fait partie de ces titres indés qui parfois arrivent dans des maisons d'édition qui généralement sont plus dans la franco-belge un peu plus classique, quoique vraiment les Humanos, je vous invite à vraiment vous intéresser à leur catalogue, parce que ça fait 2-3 ans maintenant qu'il y a quand même une forme de renouvellement aussi dans les propositions, que ce soit en termes de récits, de pattes graphiques et même des formats qui je trouve est super intéressante. Donc voilà, avec même le Métal Hurlant qui est assez intéressant à lire. Et on avait fait d'ailleurs une interview avec Jerry Friesen au moment du lancement. Donc voilà, et il y a Bird King, donc de Daniel Friedman, qu'on avait déjà vu sur Kali plus tôt dans l'année, mais surtout il retrouve Chrome qui est un dessinateur britannique qu'il retrouve en fait sur cette série. Après avoir fait Riders, c'est quoi déjà son nom? C'est Christophe Ortiz, tout comme ça? Alors Chrome, c'est un anagramme de son nom complet, mais il n'a pas voulu me le dire quand je l'ai interviewé, ce qui me permet d'ailleurs de vous dire que Chrome sera bientôt sur First Print également. Mais donc voilà, ils avaient fait Riders ensemble, dont on vous avait parlé, qui était une histoire vraiment super sympathique et qui était sortie aux éditions du Delphes de mémoire, qui était une toute petite structure vraiment qui, je crois, je sais pas si elle a subsisté, mais en tout cas je sais que l'éditeur de Riders, en fait, c'est lui qui a ramené le projet après aux Humano avec Bird King, qui là profite quand même d'une maison d'édition plus importante avec plus de moyens, et donc qui permettra à cette équipe créative d'avoir plus de visibilité. Et Bird King, à mon sens, le mérite, qui est une histoire de dark fantasy dans lequel on suit le périple de Bianca, une apprentie forgeronne en fait, qui vit dans un univers en fait où on vous explique en gros que le nord du pays est dans un conflit perpétuel avec le sud, sachant que le nord est gouverné par Agul, une entité hyper puissante, mais dont on ne connaît pas grand chose en fait, si ce n'est qu'elle a participé à la création d'armes qui ont été données ensuite à ses généraux. Et en fait, cette apprentie forgeante, suite à la mort de son patron, qui était en fait un de ses anciens porteurs d'armes, en fait, va entamer un périple avec le Bird King, qui est en fait une sorte de gigantesque squelette flamboyant, de golem en armure, un esprit aussi d'un ancien maître d'Agul en fait, qui va l'accompagner. Corentin, oui, commençons par toi, parce que moi j'ai adoré, mais je vais te laisser d'abord un petit peu dérouler. Est-ce que tu as bien aimé Bird King? C'est donc une série qui sera complète en 4 tomes. Là, il y a les 2 qui sont parus. Aux États-Unis, le 3e, je crois, va paraître. En tout cas, Chrome a fini de dessiner toute la série, donc je pense qu'on aura la fin de la série d'ici l'année prochaine en VF, donc on pourra faire un bilan final, mais à mi-parcours. Corentin.
Bah, j'avais déjà bien aimé Raiders. Là, en l'occurrence, moi, j'aime beaucoup Daniel Friedman. On l'avait dit dans les Back Issues. J'avais eu un coup de cœur pour l'écriture de Cali, ouais. Parce que je trouve que c'est un scénariste qui arrive à ne pas prendre son public pour des idiots, dans le sens où moi, ma version de la fantasy, c'est plutôt justement tout ce qui va être Tolkien et les grands résumés en début de saga qui t'expliquent bien quels sont les royaumes, quelles sont les forces en présence, qui te fait beaucoup d'expositions pour que tu comprennes bien un peu ce qui s'est passé dans cet univers, d'où viennent les grands rois, les grands royaumes, les grands pouvoirs. Là, c'est pas du tout le cas. On est vraiment dans une introduction. Tu préfères le Silmarillion au Seigneur des Anneaux, en fait. C'est tout à fait vrai, effectivement. Après, ceci étant, c'est propre à l'écriture de Tolkien, mais faut pas résumer toute la fantasy à Tolkien, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que n'ayant pas joué par exemple au jeu Dark Souls, je ne sais pas comment ça se goupille de ce point de vue-là, voilà. Mais cette narration qui en fait ne te donne pas de clé de compréhension immédiate, qui te dit en fait voilà, on va prendre ce présupposé justement d'ailleurs très RPG de la jeune fille qui quitte son village pour mener une grande aventure, en fait va croiser des explications qui viendront en cours de route et qui sont presque suggérées que vraiment approfondies, notamment sur l'espèce dont elle fait partie, parce qu'en fait elle est une race particulière, oui, tout à fait, oui. Qui renvoie plutôt au folklore nordique en l'occurrence, avec cette race de bâtisseurs, de sang divin, on ne sait pas trop et tout. Ces adversaires qui arrivent et qui pareil profitent de cet imaginaire très dark fantasy. Là, on n'est pas dans la dark fantasy à la Game of Thrones, on est plutôt dans du From Software. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il y a un peu des deux Miyazaki quelque part. Il y a le Miyazaki de From Software. C'est marrant parce que tu paraphrases complètement ce que Chrome dit dans l'interview. Je l'ai pas écouté. Tu anticipes très bien. Mais en même temps, ils le vendent comme ça, effectivement, sur la rencontre de deux Miyazaki, quoi, de Hayao d'un côté et Hidetaka. C'est ça, parce que donc Hidetaka Miyazaki qui est le directeur artistique des jeux de From Software et Hayao Miyazaki, puisque là en fait on a cette esthétique qui fait très donc Dark Souls, Sekiro, non, comment ça s'appelle Elden Ring. Et en même temps, ça va croiser avec justement cette idée du film Le Château dans le ciel, où on a justement, rappelez-vous cette scène où la princesse et le héros arrivent dans cette civilisation antique perdue. La Piuta. Il ne reste que en fait un robot qui va les protéger, les guider, et qui ne parle pas, et qui pareil est très proche de la nature avec des oiseaux sur lui qui se servent de lui comme d'un nid. Le Bird King, c'est exactement ça en fait. Et donc il y a cette marche un peu de deux imaginaires très poétiques qui fonctionne bien en fait et qui me permet à moi de mieux digérer le côté très bestial et brutal qui me dérange souvent un peu dans la dark fantasy. C'est assez esthétique. J'aime bien le caractère de l'héroïne qui, pareil, ressemble beaucoup aux héroïnes de Miyazaki. C'est un peu le même terreau en fait de jeune fille très enjouée, très curieuse, très courageuse, qui a inspiré aussi par exemple les personnages comme Guadalupe dans Lobaloka, tu vois. J'avais fait ce commentaire beaucoup de caractère, à Saint-Gelin à l'époque, qui m'avait dit oui effectivement c'est vrai que elle ressemble un peu à Kiki la petite sorcière ou à Nausicaa, etc. Esthétiquement, je trouve ça très fort. C'est vraiment en fait un peu ce qu'aurait pu donner Hilda, la BD Hilda qui a inspiré le dessin animé, qui a été adapté en série animée sur Netflix, et Mike Mignola. C'est un peu un croisement des deux. C'est-à-dire que c'est la fantaisie noire dessinée comme en fait un roman graphique jeunesse. C'est vraiment avec ce trait, cet ancrage un peu, pas aléatoire, mais approximatif. Tu vois, qui fait pas des contours très nets. Ses yeux très expressifs. Ces petits personnages avec des grosses têtes et tout, mais des monstres vraiment monstrueux, des idées de design qui sont assez folles. Le Bird King lui-même, c'est une dinguerie. Ouais, le design du Bird King en tant que tel, c'est et en plus c'est alors là par contre tu n'anticipes pas, mais Chrome explique lui-même en fait que tout cet univers en fait provient de simplement de design de personnages, et qu'en fait on lui a tellement dit mais mec ces personnages sont beaucoup trop stylés, on veut savoir en fait ce qu'il y a derrière, raconte-nous une histoire avec eux. Et c'est après qu'avec Daniel Friedman en fait ça s'est goupillé, mais effectivement c'est un chara design qui est ultra fort, et le Bird King notamment effectivement c'est ouais. Après il y a aussi... j'adore cette argumentation, c'est ouais. Voilà. First Print Award, pardon. On va faire le prix. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? T'as aussi des trucs qui sont assez rigolos, parce qu'en fait, comme c'est pas justement aussi stylisé que du Mignola, en fait, alors les ressemblances avec Mignola, elles viennent de plusieurs choses. Déjà, le personnage du Bird King lui-même, qui a un design qui ressemble beaucoup à certaines créatures qu'on voit dans Hellboy. C'est la façon dont il a de dessiner les squelettes, voilà, les crânes, squelettes, les statues aussi. C'est vrai que l'héroïne, du coup, s'entraîne à son métier de forgeron en pétant des statues. Et c'est un truc qui revient souvent dans l'œuvre pareille de Hellboy, avec ces icônes figées, qui ont l'air tristes, qui ont l'air de pleurer. Les noirs aussi, les projections de noir pour faire les silhouettes. Alors, parfois d'ailleurs ça a aucun sens au niveau de la position du soleil et tout. Oui. Bon, c'est juste esthétique. Ouais. Les gros yeux noirs aussi, les paupières, les globes qui sont ombragés, qui font justement très dark fantasy. Et à côté de ça, effectivement,
ce côté roman graphique jeunesse avec beaucoup de mouvements, des mouvements très exagérés, des fonds aussi qui vont être très colorés. Souvent, en fait, il va tricher en te mettant un fond qui va juste être jaune, ce qui est pas une couleur que tu attends beaucoup à retrouver dans un univers aussi noir que ça. Ce rapport à la nature et espèce de minimalisme dans les choix de design, puisque par exemple, il y a des éléments qui sont très prononcés, mais qui ressortent au mieux parce que justement, ils sont sur des fonds où il y a quasiment rien. La forteresse de Hagul, notamment, quand on y arrive, il y a quelques idées de design à l'écran, sur la planche, mais ça suffit à t'évoquer vraiment bien le côté crado, le côté nécromancien, qui rend bien, en fait. Alors, ce deuxième tome, moi, j'avoue, j'ai un peu moins aimé que le premier parce que j'aimais la découverte, et là, effectivement, on rentre dans une saga où on sent que c'est un volume de transition. T'as un sujet, oui, en fait, un chemin plus balisé où c'est-à-dire que c'est vrai qu'au début, t'es vraiment dans la rencontre des deux IO, comme tu disais, et justement, t'as le côté Tolkien qui s'inscrit plus dans le deuxième tome parce que là, t'as vraiment le périple, t'as toute une séquence où tu fais, c'est la Moria, en fait, clairement, c'est le passage dans la Moria. Ouais. Et où tu dis que t'es dans un chemin que tu connais plus. Effectivement, t'es plus habitué, ce qui n'empêche pas le chemin en question d'être très agréable à pratiquer, si on prend une métaphore de randonnée, mais voilà, tu t'es moins surpris que effectivement lors de la rencontre avec le premier tome. J'aurais quand même des micro-reproches à émettre. Je trouve que malgré toutes ces qualités de design, Chrome n'est pas un artiste exceptionnel pour les scènes de combat qui, pour moi, peuvent être parfois un peu confuses, notamment avec les trois meufs qui ont des les chaînes ninja, là, voilà, c'est ça. Ah, moi, justement, je trouve qu'en termes de perspective, il y a des plans qui étaient super intéressants. Non, mais il y a des plans qui sont très beaux. Très inspirés de l'animation, justement, en fait. Mais par contre, les transitions entre les cases, la séquentialité de certaines scènes, en fait, me paraît un peu chancelante. Ouais. De la même façon, je pense que j'aurais pu me passer de certains personnages secondaires dans le tome 2. Mais en fait, j'aime beaucoup l'héroïne Bianca et sa relation avec le monstre qui fait, voilà, vraiment très, très Miyazaki. C'est ce que moi j'adore chez Miyazaki, c'est que souvent l'héroïne n'a pas besoin de beaucoup de compagnons, en fait. Généralement, elle a un sidekick qui va être un personnage masculin, un allié inutile, ou alors elle va avoir un petit renard comme Nausicaa et tout. Mais c'est pas un reproche, enfin, ça n'empêche pas le plaisir de lecture. Après, tu t'y attends un peu, en fait, par rapport à ce qui se passe dans le premier tome. Bien sûr, où elle rencontre sa copine qui va à la guerre. Et on sent ce côté pesant, justement, ce côté totalitaire que Hagul a bien imposé sur la population. C'est un vrai monde de dark fantasy. C'est vraiment bien foutu. Honnêtement, j'aurais envie de le conseiller évidemment aux gens. J'attends la suite avec impatience et Friedman, c'est un génie. Ouais. Petite révélation, parce qu'on le connaissait pas forcément beaucoup, j'ai l'impression, avant justement Ryder Scully. Je sais pas s'il avait fait énormément de choses, mais en tout cas, il a pas fait grand chose, non. Ou alors en tout cas, il était pas passé sous notre radar en amont. Et je crois que c'est un scénariste qui vient d'un autre milieu, il me semble. Oui, bah du jeu vidéo, c'est bien possible, ou du cinéma. J'avais lu une interview de lui quand j'ai préparé Kali justement. Il avait fait Burn the Orphanage, qui était des BD de baston sur des jeunes truands, façon un peu ce film avec Brando là, L'Ordre Sauvage peut-être. Et après ça, non, il a vraiment fait que Bird King, Raiders et Kali, en fait. Voilà, bon. Donc c'est assez nouveau, mais pour l'instant, il y a quand même banger sur banger. Ouais, c'est ça, ouais. Alors moi, on a déjà parlé, je suis moins convaincu par Kali que toi, mais voilà, du coup, mais je serais sûrement plus jouasse sur Bird King. Et pourtant, c'est assez proche dans la façon, justement, de poser les enjeux sans te mettre un gros encart. Alors, il y a 200 ans, il se passait ça et tout, tu vois. Ouais, mais je trouve que justement, ça raconte plus de choses quand même. T'as quand même les pages de parce que même si c'est sorti en roman graphique, enfin en album directement et pas en single issue, t'as des séparations par chapitre et ces séparations-là qui arrivent avec du texte. Et justement, c'est dans ce que, d'ailleurs, juste pour te corriger entre guillemets, Miyazaki Hidetaka, c'est pas que le directeur artistique, hein, c'est juste le directeur des. Le grand patron. Ouais, c'est le grand boss de From Software. Mais je veux dire qu'il y a ces pages de chapitres empruntent un petit peu à cette narration environnementale où en fait où ce serait presque une description de texte que tu pourrais trouver sur un objet. En fait, dans les jeux From Software, tu découvres l'univers parce que quand tu regardes alors déjà tu regardes c'est vraiment de la narration environnementale, mais même par les objets, parce que d'une part tu regardes les environnements et parfois t'as des fresques ou t'as des détails dans un château ou quoi que ce soit qui te raconte quelque chose, et après dans la description des objets en fait tu as souvent des indications genre ce couteau appartient à telle branche de chevalier qui servait machin il y a dans la fameuse guerre et tout ça, et en fait là-dedans les passes de chapitres t'expliquent aussi ce genre de choses là, ils te disent 5 armes ont été forgées pour les 5 grands maîtres. C'est marrant, on dirait un peu que c'est les écrans de chargement des jeux vidéo, c'est ça, ouais, complètement. Infos sur le lore de l'univers. Et quelque part, et après ça te donne, c'est ça, et après ça te dit un petit peu, ça te permet de retracer aussi vraiment qui est qui quand tu as les révélations ça qui pourrait arrivent. faire un bon RPG pour moi en plus. Mais je me demande si c'est pas justement, ça pourrait être super sympa à adapter. Je suis en train de me demander si c'est pas quelque chose qui serait en projet ouais, ce serait totalement cohérent. Mais tu sais, le studio qui a fait le jeu Hellboy Web of Weird, ouais, il pourrait totalement reprendre leur moteur graphique, l'adapter. Un vrai game design ce coup-ci. Oui, c'est ça, mais il pourrait reprendre le moteur graphique, l'adapter un petit peu, ça pourrait faire bien sûr, de trucs, les rois du cel shading pour le coup. Ouais.
Donc voilà, c'est Bird King, c'est aux humanoïdes associés. Moi je trouve que c'est une de mes meilleures lectures de l'année, tout simplement. Je suis vraiment trop fan de cet ensemble. C'est 19,95 par tome, donc il y en a 2 qui sont déjà parus et on attend la suite avec impatience. On vous rappelle d'ailleurs dans ce podcast qu'il y a des liens dans la description pour aller chez nos amis de Comic Zone. Si jamais vous voulez soutenir le podcast, une librairie indépendante, n'hésitez pas à le faire. C'est toujours ça à prendre. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà passé une commande après, alors que ce soit chez Comic Zone ou ailleurs, mais est-ce que vous êtes allé lire un bouquin après qu'on en ait parlé? Ça nous intéresse toujours de savoir si on arrive un peu à jouer cette fonction de prescripteur. Corentin, oui. On va passer du côté de Bliss Édition, dont on avait parlé plus tôt dans l'année, il y a des mois, avec la sortie de L'œil d'Odin, qui était le premier titre Bad ID à venir, donc c'était en tout début d'année, et en fait juste après c'était aussi au printemps. D'ailleurs c'est vrai on va parler de certains titres qui sont sortis ce printemps au final et qu'on n'avait pas encore évoqué. Pirate Queen, qui est le 2e album Bad ID qui est sorti chez eux, un titre de Peter Milligan et Adam Paulina, qui nous raconte l'histoire d'une reine pirate Monday qui est enceinte. Un setting un peu particulier puisqu'on est vraiment dans une histoire, on va dire presque qui emprunte vachement au code du Rape and Revenge. C'est ça. Hein. Enfin, oui, ça ressemble beaucoup à Shanghai Red un peu. Oui, complètement. Où l'héroïne en fait va subir un énorme traumatisme et va après passer le reste de sa vie à vouloir se venger, mais avec des questions de maternité en fait qui vont remettre certaines choses en perspective, et dans un univers de pirates, alors là qui fera énormément plaisir je pense à ceux qui aiment notamment peut-être ce que fait Mathieu Loffray avec Long John Silver ou Raven. C'est très franco-belge comme album, je trouve. Ouais, d'autant plus avec le grand format parce que justement Bliss a fait son glow up final avec les titres Bad ID. Alors ils le faisaient déjà sur leurs albums jeunesse, mais vraiment ils ont eu la très bonne idée de proposer vraiment des grands albums pour les titres Bad ID, ce qui fait que ça donne un cachet particulier, et que pour les planches d'Adam Paulina, effectivement ça donne une impression de lecture très 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 différente, et vraiment si je citais Raven ou Long John Silver juste avant, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est ce genre d'album là doit se ranger aux côtés des grands albums d'aventure de piraterie en franco-belge. Je m'accapare la parole si tu me le permets, Corentin. Mais beaucoup aimé en fait, beaucoup aimé. Pas l'héroïne, je trouve qu'elle a sa caractérisation est géniale. Je trouve que Peter Milligan, toujours aussi bon. Je sais plus quel âge il a maintenant, mais il a plus de 60 balais. Ouais, c'est ça. Il commence à se faire vieux, et pourtant il a une énergie en fait à écrire. Alors c'est toujours aussi le truc un peu dangereux, je pense, quand t'écris des personnages féminins et que tu parles de maternité alors que t'es toi-même un mec. Je sais pas si forcément t'as tous les éléments en tête, mais en tout cas de mon ressenti, je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose de super intéressant dans cette lecture, dans la façon notamment aussi, parce qu'on part d'une femme enceinte, donc faut quand même s'attendre, sans vous spoiler, qu'à un moment il y a un accouchement et une naissance, et la façon dont ça peut transformer le récit aussi, dont ça change les enjeux de l'héroïne. Mais je trouve qu'elle a un caractère génial, où elle est vraiment très revancharde. Je trouve justement que la partie rape du Rape and Revenge est assez pas trop graveleuse, pas trop complaisante en fait. C'est fait de loin. Tu vois, c'est ça. Justement de tomber dans la putasserie que ça peut parfois avoir dans ce genre de fiction où on te montre généralement la scène. Là, c'est fait derrière une porte. On sait pas trop ce qui s'est passé. Donc voilà. Ouais, c'est ça. C'est assez pudique, et en même temps, tu comprends quand même tous les enjeux qu'il y a par rapport à la situation de départ. Et après, c'est un vrai plaisir en fait de la suivre. Et puis graphiquement, je trouve que Paulina aussi, il est super fort. Enfin, t'as ce côté pareil. Tu sais, t'as envie de jouer à Assassin's Creed Black Flag après, quoi. En fait, c'est vraiment. Ou alors, je sais plus c'était quoi l'autre jeu de pirate qui avait. Ah, celui qui était que en multi. Ouais. Ah putain. Tu vois celui-là. Oui, mais tu vois duquel je parle. Mais voilà. Enfin, j'ai vraiment trouvé, le seul reproche que moi je ferais, c'est que je trouve que la conclusion est ultra rapide, et que la dernière planche en fait donne une fin. Enfin, ça conclut l'histoire, parce que effectivement, il y a plus grand chose, on va dire, à raconter. Enfin, tu pourrais repartir dessus, mais il y a pas forcément grand chose à raconter à la suite. Mais c'est Sea of Thieves. Ouais, Sea of Thieves, merci. Mais c'est peut-être un petit peu rapide, en fait, tout simplement. Et c'est vraiment le seul truc qui m'a décontenancé, on va dire. Mais après, vraiment, de suivre tout le récit, je trouve que les chapitres sont assez épais, qu'il y a une bonne utilisation des cliffhangers de conclusion de numéros. Graphiquement, c'est super chouette. Très très aussi, c'est Tamra Bonnevillain qui fait les couleurs, et elle est vraiment très très forte. Franchement, elle met superbement en valeur les dessins de Paulina. Donc elle a passé chaude, des couleurs assez douces finalement pour un album quand même assez violent.
T'as terminé? Ouais, donc du coup, je vais commencer par ce que j'ai pas aimé pour contrebalancer. Pour moi, c'est un album qui est sympathique. C'est pas un très bon album, mais il a des vraies forces et des vraies faiblesses. Dans les qualités, j'aime beaucoup, justement, comme tu parlais de Peter Milligan. Il nous reste encore des scénaristes. C'est pas pour dire que c'était mieux avant ou quoi, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va en parler pour Winning Card, par exemple, il y a une pudeur dans les comics à rentrer dans le langage un peu fleuri, un peu brutal, la vraie violence graphique. Pas au sens de c'est gore ou quoi, mais juste vraiment c'est brutal, c'est-à-dire c'est sec. Il y a un côté, la mort, ça peut être aussi expéditif et violent et sans compromission que ça, en fait. Ce qui, à mon sens, manque un peu dans le présent et qui était justement d'ailleurs assez emblématique de l'écriture de mecs comme Peter Milligan, comme Garth Ennis, ou Ellis et tout à la bonne époque, enfin la grande époque. Là, on voit ces éléments-là, on voit des personnages qui jurent et qui jurent beaucoup. Il y a beaucoup de gros mots et des gros mots qui ne se privent pas pour être racistes, pour être sexistes. Enfin, c'est entre guillemets une bonne image mentale de ce qu'on pourrait se faire de l'époque. Justement, une époque où les femmes ont très peu de droits, où le métissage qu'on a instauré en fait les échanges de marchandises dans les Caraïbes a mené à ce que l'homme blanc se confronte à l'homme noir, se confronte à l'homme asiatique, à la compagnie des Indes, des compagnies. Donc on voit un peu comment le colonel de la marine, qui est pour le coup un gros raciste, un gros enfoiré, qui méprise les femmes et tout, c'est un vrai bon vilain, comme Tamra. Voilà, ouais, j'allais dire dans tes yeux là. Ouais, ça s'est illuminé. C'est un vrai bon méchant et il est effectivement assez il est odieux, ouais, assez détestable pour qu'on ait envie de suivre le reste du récit. Ceci étant, après voilà, il y a des problèmes dans la narration à mon sens. Attends, j'ai pas fini les qualités. Les couleurs vraiment sont très belles, l'expressivité des personnages chez Paulina qui est très très forte, avec les yeux notamment de l'héroïne qui disent beaucoup de choses. Le lore de la piraterie aussi, qui est un truc très agréable. Et justement, tu parlais de Black Flag. Du coup, 2 fois qu'on cite des jeux vidéo dans ce podcast, mais Black Flag, c'était un peu l'anti-Pirate des Caraïbes. C'est-à-dire que Pirate des Caraïbes, c'est vraiment une version mythifiée, une version Disneyland, une version, en fait, il y a des monstres et des kraken et tout. Et dans Black Flag, on revenait un peu à l'essentialité réelle du métier de pirate, c'est-à-dire, c'est des navigateurs, c'est des ruffians, c'est des matelots, c'est des mecs qui, grosso modo, ont une vraie histoire, ils ont vraiment existé, et c'était un peu des punks, quelque part, c'était un peu des anarchistes, anti-système. Et il y a un propos par rapport à ça sur la liberté. Sur la liberté, bien sûr. Qu'offre le métier de pirate et pourquoi tu quittes tout pour vivre en marge de la société, aux dépens des autres, entre guillemets. Avec un très chouette propos anti-religieux aussi. Tout à fait. Dedans. Il y a un propos anti-religieux, mais en fait, toute cette espèce de déconstruction qui fait justement en disant, à travers les yeux du pirate, je peux critiquer la société de cette période-là et même le côté un peu capitaliste de la piraterie avec les corsaires qui travaillaient pour le compte des grands pays, la France et le Royaume-Uni notamment. Donc il y a plein d'éléments qui sont super intéressants. Je pense que si vous êtes fan de pirates, je pense à Phobos notamment, vous allez probablement kiffer. Mais à partir de là, en fait, moi c'est vrai que le Rape and Revenge, c'est pas un genre qui m'a vraiment jamais parlé en fait. Je crois que le seul que je pourrais mettre dans cette catégorie, c'est Kill Bill. C'est pas un vrai Rape and Revenge, mais c'est un... T'as pas vu Revenge de Corey? J'ai vu Revenge, qui est très bien, mais... Incroyable. Ouais, mais c'est pas par là que moi j'ai envie... Enfin, genre pareil, j'ai vu Mrs. 45. Enfin, il y a des films comme ça qui, grosso modo, moi, le présupposé, mais pas dans les bonnes conditions. Après, les films de revanche aussi, on en a vu tellement, les bouquins de revanche aussi, que c'est dur de varier la narration. En fait, c'est même assez balisé comme récit. C'est-à-dire qu'il se passe un truc au début, le héros ou l'héroïne va devoir se venger, et après, c'est un peu une ligne droite, ou une fuite en avant, vers, en fait, l'objectif qu'elle va atteindre. Et il faut trouver des façons de varier un peu. Là, en l'occurrence, c'est la grossesse qui ramène un élément un peu nouveau, qui est plutôt cool, hein. C'est pas la première fois qu'on a des BD qui parlent de grossesse et de maternité, mais là, ça amène des bonnes idées de design, notamment. Je trouve que l'héroïne qui justement assume d'être un personnage entre guillemets sexy, ou en tout cas qui veut pas masquer son corps malgré son bidou de femme enceinte, c'est esthétiquement intéressant. Maintenant, c'est pas surprenant pour dessous en fait, puisque tu sais comment ça va terminer. Il y a une virgule à la fin qui fait que tu peux te poser la question, mais cette virgule est vite contournée. Ça avance vraiment dans ce chemin balisé sans vraiment prendre de gros risques. Il y a peut-être un peu trop de narration interne, à tel point qu'à la fin, t'as un peu compris, bon, ok, elle est badass, mais ça va pas forcément chercher beaucoup plus loin que ça. Et en définitive, j'ai pas détesté la lecture, je vous dis, c'est sympathique. Mais en la refermant, j'étais en fait pas forcément rassasié. Il y a pas forcément autant d'éléments de lore que je voudrais. Il y a pas de grosses surprises au milieu. Les personnages secondaires sont pas très intéressants. Ils ont des fonctions, en fait. Ils parlent d'esclavage, de comment tu veux échapper à l'esclavage, il parle de religion comme tu dis, mais c'est jamais très approfondi en fait. On sent que c'est plutôt des motifs et des fonctions qui servent à Milligan à dire un truc particulier, mais derrière les interactions humaines sont un peu gâchées, comme tu parles de la fin.
il y a un héros, donc celui qui est un athée convaincu, qui avait du potentiel, et pour le coup tu crois que ça va être un petit peu une sorte de nouvelle zone de confort pour l'héroïne, et au final à la fin on te l'arrache, on me dit non en fait ça va pas avoir lieu. Et je trouve ça un peu dommage en fait. Pour moi il y avait vraiment le potentiel de faire plus que ça, peut-être plus de numéros ou alors des... C'est peut-être un peu l'écueil de toute façon de Bad ID. Pour l'instant, si on ne peut nier les qualités des équipes créatives qui sont impliquées sur leur projet, c'est que à date, en fait, c'est que des récits courts au final. Ouais. Il y a pas de long ongoing, et de la même façon qu'on était frustré aussi sur la conclusion de l'œil d'Odin par la perspective de l'énorme épopée que ça pourrait être. Par Red Queen, effectivement, et même c'est quelque part, même tu sais, la dernière page te dit, mais en fait, j'aimerais plus d'aventure de la Reine Pirate, en fait. C'est ça, c'est que le début, en fait. Ouais. Mais en plus, c'est pareil, parce que l'œil d'Odin, il y avait un peu ce côté, prenons une époque lointaine qu'on a beaucoup fantasmé, l'époque des Vikings, et enfin des Vikings, des Scandinaves, quoi, les vieux Norrois et compagnie, et essayons un peu de mettre des mots plus concrets dessus, avec leur rapport à la religion, leur rapport au sacrifice, les guerres intestines entre les différentes tribus et tout, à travers les yeux d'une héroïne, pareil, qui du coup est exposée à des trucs que les femmes étaient exposées à l'époque. C'est un peu le même format, le même modèle. Et comme tu dis, à la fin, t'as l'impression que c'est qu'un tome 1, en fait, d'une très très longue ongoing. Là, avec en plus comme le cliffhanger de fin, tu dis qu'il y aurait effectivement un truc à raconter au-delà de la femme enceinte, mais même sur la mère. Enfin, la mère MERE, quoi. C'est quoi être une mère pirate et tout, ce qui a, entre guillemets, vraiment existé. Je crois que c'était, je vais pas me souvenir des noms. Il y a une vidéo très bien de Nota Bene sur la piraterie, si ça vous intéresse. Et il revient sur les femmes pirates, notamment. Mais voilà, c'est intéressant, il y a du potentiel. Pour moi, ça va pas, en fait, au-delà de son format de Rape and Revenge. Et il me manque quand même des petits éléments de narration qui pourraient rendre ça vraiment plus vif, plus brillant. Le héros qui a des hallucinations, par exemple, le rend presque dans la mystique. Ouais. Ça, c'est vachement bien, mais il faut le pousser encore un peu plus, tu vois. Ça aurait été intéressant de voir, je sais pas comment est-ce qu'ils abordaient justement tout ce qui est, comment dirais-je, de l'ordre de la superstition dans la piraterie. On sait notamment en mer, oui, bien sûr. Ouais. Tu vois, et rajouter un peu la dimension spirituelle que ça peut avoir. Voilà, moi, il me manque ces petits éléments-là. Après, j'ai pas détesté la lecture. Je pense que Paulina aussi, par endroits, est peut-être un peu plus brouillon sur les visages. Mais bon, c'est son style, ça a toujours été comme ça, hein, pour le coup. Donc voilà, à mon sens, c'est que ça reste un bel album, en tout cas au niveau de la fab. Une lecture à conseiller pour les fans de pirates, où vous en aurez pour votre argent. Si vous n'êtes pas un gros fan de piraterie, ou que vous n'aimez pas forcément les gros mots en BD, oui, c'est pour passer votre chemin. Pour oui, ça c'est quand même une lecture très adulte, on va dire, dans sa tonalité. Hein. Bah, Peter Milligan. Oui, Milligan. Il ne mâche jamais ses mots. Mais en tout cas, moi, ça me fait quand même plaisir de voir ces albums. Puis il faudra qu'on vous reparle de Tankers et de ENIAC, qui sont les deux autres titres Bad ID sortis chez Bliss. Comme ça, on fera quand même un bilan au total de ces 4 premiers titres sortis, sachant que ça se poursuivra l'année prochaine. Mais c'est ce que j'aime bien appeler le glow-up de Bliss Edition, vraiment sur ces titres indés, qui fait quand même vachement plaisir à voir comme type de proposition, et notamment, et quelque part aussi, bon, un peu comme ce que fait Bad ID, mais je veux dire, en phase avec aussi certaines demandes d'une partie des lecteurs, en fait, qui aiment pas forcément ou qui ont peur, on va dire, de se lancer sur des longs formats, sur des longues séries. Et quelque part, c'est quand même aussi une proposition qui plus pour Pirate Queen, parce que l'œil dedans, je trouve que sa conclusion est vraiment frustrante. Là, t'as quand même une histoire qui est complète dans son ensemble, et tu dis, j'aimerais bien en voir plus, mais en tant qu'hôtel, on ne mode pas la quête, parce que oui, tu peux dire que c'est une conclusion. Tu vois, la quête de l'album, elle est faite. Ouais. Alors que l'œil d'Odin, plus j'y repense, et plus je me dis, mais merde, quand même, en fait, c'est un chat. Je pense que c'est le choix de ces mythologies qui sont en fait très intéressantes et qu'on a déjà vu tellement explorer, qu'on se dit que c'est dommage, quand on a entre guillemets une bonne équipe créative, de s'arrêter en c'est sûr, oui. Mais quelque part, et si tu veux voir le verre à moitié plein, c'est de dire, c'était bien et c'est pour ça que j'en veux plus, tu vois. Alors que c'était nul. Ouais. Après, moi, l'œil d'Odin, je pense qu'il a vraiment mis 3 petits points de suspension en mode un jour j'y reviendrai parce que c'est obligé. Non, mais c'est obligé. Oui, c'est obligé. Très bien. Donc, Pirate Queen disponible chez Bliss Edition. C'est pour 22 € l'album. Donc, disponible en librairie encore. Il me semble que oui, il est tout à fait disponible. Ensuite, on s'attaque à quoi? On va faire un doublé du côté de Urban Comics. Hein. On fait des émissions plutôt courtes, mais en fait, on va en faire plusieurs, histoire de les justement d'avoir cette régularité dont on vous parle, puisque mine de rien, voilà, si on vous fait des petits back issues de faire 1 heure là, hein, oui, non, mais si on fait des petits back issues de 45 minutes à chaque fois avec 4 albums, c'est très bien aussi. Du côté de Urban, un titre indé, est-ce qu'on reste dans l'indé avec Horizon Oblique? Ouais. Corentin, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de Horizon Oblique? Donc alors le titre VF c'était voilà. Il était bien le titre en plus, le titre me donnait beaucoup d'espoir. Alors pour résumer, Horizon Oblique, en fait, ça se passe dans une sorte de monde de science-fiction
dans laquelle il est possible pour les humains d'explorer une sorte de dimension de l'inconscient. On parle plus pour le coup de dimension alternative, mais pas dans le sens vous allez aller sur une autre terre où Arnaud Kikou sera dentiste et moi je serai joueur de foot. On parle vraiment de dimension en fait abstraite, inconcrète, dentiste. Ah, dentiste. Non, je sais pas, ça aurait pu dire un autre mot. Oui, mais j'ai compris que je serais attentiste et je me dis mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il aurait été boulanger, il aurait vendu des sandwichs au caca. Et des petits framboises. Non, c'est un vieux rap là, tu sais, les sandwichs au caca, c'est ton allégorie préférée à un moment donné. Oui, la fameuse sandwich au caca, oui. Donc, dans South Park, il y a ça. Donc, là, on parle vraiment de dimensions abstraites qui, en fait, ne sont pas navigables par l'être humain, le cerveau humain. L'histoire commence par, en fait, des dimensionnautes qu'on comprend être perdus dans un de ces mondes-là, et leur fille, qui est restée, en fait, sur Terre, et qui est, étonnamment, en fait, douée de pouvoirs de vision. Elle peut, elle, se repérer et naviguer à travers ces mondes obscurs. Et pour aller les retrouver, et aussi parce que c'est un sujet d'expérience qui est intéressant, on va créer un robot, une IA, vraiment très développée, en fait, qui est capable de penser, de fonctionner avec le cerveau d'un humain et les émotions humaines. On suit son développement, et puis enfin, on l'envoie en reconnaissance pour aller chercher justement les parents ou comprendre en tout cas ce qui leur est arrivé, aidé par le cerveau de la jeune enfant qui du coup maintenant est devenue adulte. On attaque tout de suite ou... Donc c'est de Richard Blake et le titre VO c'était Hexagon Bridge. C'est ça, Hexagon Bridge, qui est un super truc. Alors ça a l'air d'être là ce que je vous décris un peu, je sais pas, Hickmanesque, enfin du tonneau de Hickman, mais à mon sens c'est extrêmement brouillon. C'est très peu développé en fait. On comprend pas forcément tout et au bout d'un moment on comprend qu'il y a pas forcément grand chose à comprendre. Il y a une conclusion qui est extrêmement précipitée par rapport à ce que sont ces robots et qu'est-ce qui vous attend une fois que vous arrivez sur place dans justement ces points de passage entre les réalités, qui est complètement bazardé. Enfin, je comprends pas moi ce qu'il a essayé de me raconter ou de faire avec cet album-là. Le prémisse c'est super intéressant, le numéro 1 vraiment est encourageant, tu vois, en plus ce rapport de l'homme à la machine, ce rapport de l'homme avec, enfin la fille augmentée entre guillemets qui a déjà des pouvoirs qu'elle ne devrait pas avoir, avec ce robot qui est un peu comme un double, enfin, il partage un peu la même identité, la même vocation et tout. Et en fait, ça se perd très très vite. Tu sais plus vraiment où est-ce que t'es. Il y a des idées qui sont posées, qui sont jamais réutilisées ensuite. Et à la fin, tu te dis, mais pourquoi? Enfin, en fait, la fin, vraiment, c'est une énorme disquette, à mon sens. Tu te dis, mais ça ne renvoie pas à ce qu'on m'avait promis au début. Ça m'est un peu tombé des mains aussi, en fait. C'est ce que je m'étais dit au sortir. J'ai fait, mais attends, quel est le parcours, en fait? Quelle est la conclusion? Qu'est-ce que j'en retiens? Et j'étais incapable, en fait, de vraiment savoir, en fait, qu'est-ce que j'avais retenu du parcours de ces personnages, en fait, et de leur évolution même, en fait. Et même des dialogues qui, en fait, t'expliquent des éléments, mais vraiment, alors voilà, ça, c'est ça. À la fin, je veux dire. Ça, c'est ci, ça, c'est ça. Et t'as envie de dire, mais attends, pourquoi est-ce que tu me fais toute cette explication? Ah, en fait, tu veux terminer vite, c'est ça. Je pense qu'il y a eu un abandon un refus d'obstacle de l'équipe créative qui s'est dit. Alors, l'équipe créative, c'est juste Richard Blake tout seul. Ok. On n'ira pas au-delà de ça, en fait. Donc, en tout cas, il est au scénario, au dessin. Autant s'en débarrasser parce que vraiment, au début, tu te dis qu'il y a un tel potentiel. Genre la scène où tu vois un des personnages qui dort dans une des dimensions et quand il le réveille, les dimensions s'effondrent sur elles-mêmes, tu vois. Ça c'est une super idée, t'es vraiment accroché, t'as envie d'en voir plus. Il y a même un côté un peu art science et high concept. Et au final non, il y a plus vraiment de grandes idées ensuite. Tu te paumes vraiment dans le sens réel de ce que ça essaie de te raconter. Alors j'ai pas lu d'interview du coup de Blake pour voir quel était le projet de départ, mais à mon sens c'est un vrai gros gâchis. Ça raconte un peu rien. Esthétiquement, tu te dis au début, c'est pas mal et tout. Il y a des. Surtout que graphiquement, par contre, c'est super joli, quoi. Au début. Mais après, pareil, à la fin, je trouve qu'en fait, ça se répète vachement. Il y a ce côté un peu la ville fantôme, façon Inception, les designs des robots qui ont tous la même gueule, en fait, au bout d'un moment. Il y a aussi ce côté polymorphe du robot, parce que le robot, en fait, va changer d'apparence à un moment donné. Tu te dis, il y a un propos sur l'évolution du robot. Il revient dans son état naturel, donc c'est super sympa et tout. En fait, en dehors des effets un peu holographiques, quand même en termes d'architecture, les villes. Mais je trouve ça vide en fait, ça manque d'âme. Alors c'est peut-être que c'est l'objectif vu que c'est des villes qui sont pas faites par des humains, où il y a pas de vie organique à l'intérieur, mais je trouve ça froid quoi. Non, j'ai vraiment pas accroché à cet album. Je trouve que vraiment il raconte rien et malgré les quelques belles idées qu'il peut y avoir dans le graphisme avec ce côté très géométrique, ce qui est un truc pour le coup qui ressemble vachement à ce que fait Huddleston sur Decorum. En fait, tu ressors et tu te dis mais qu'est-ce que c'était que ça? Enfin, vraiment, j'ai pas compris. Et donc peut-être qu'il y avait un truc à comprendre que j'ai raté. J'ai pas spécialement envie de m'investir particulièrement dedans. Je me dis juste que c'est un coup manqué quoi. C'est un essai qui ne s'est pas concrétisé.
Et bah ça arrive parfois, c'est comme ça, c'est la fiction. Mais tout l'emballage en plus que fait Urban dessus avec ce côté grand format, et clairement il y a une façon de communiquer dessus. Les couvertures sont magnifiques pour le coup, avec des vraies bonnes idées de design. Mais j'ai pas saisi ce que l'éditeur avait trouvé dans ce titre-là qui méritait d'être autant mis en avant sur la fab et tout. Ça peut peut-être parler aux fans de franco-belge qui... Oui, non, mais parce que là, il y a aussi une volonté dans le rayonnage, en fait, de mettre à côté d'autres titres de SF. Justement, alors tu citais Decorum, mais je sais que les marottes, quand on parle de SF, c'est Négaliode, notamment, ce genre de choses-là. Quelque part, avec la couverture, moi, franchement, j'y vois même du Valérian, en fait, tu vois, dans termes d'exploration de cité, justement, tu vois. Ouais, RIP à Pierre Christin, effectivement. Mais je pense que c'est pour ça, tu vois, parce que il a trouvé. Après, t'as les cités obscures aussi, mais justement parce que t'as Sweeten qui fait un mini entretien avec Blake à la fin de l'édition française, quoi, où il parle un petit peu de la création de cet univers. Donc ça fera peut-être que je te le fasse lire pour que tu puisses. Ouais, moi je l'ai lu en VO, hein, excusez-moi, mais après bon, ceci étant, encore une fois, je sais pas exactement à qui ça s'adresse, mais comme tu dis, il y a des idées graphiques qui sont pas inintéressantes, il y a le potentiel de faire un truc plus développé plus tard, mais à mon avis, en fait, quand tu feuillettes les couvertures qui ont été faites, ou les pages où il n'y a pas de dialogue et juste de l'exposition graphique, à mon sens, en fait, peut-être que Richard Blake est plus fait pour faire du concept art, ou alors peut-être qu'il s'est trop reposé sur le dialogue, tu vois, justement. Peut-être qu'il a essayé de faire une histoire très compliquée et qu'en fait, lui, ce qui l'intéressait, c'était de dessiner, en fait, des trucs scientifiques, des trucs robotiques et des dimensions abstraites. Je peux le comprendre, hein, bien sûr, il y a plein d'artistes qui se font des caprices de ce genre. Mais à mon sens, une bande dessinée, c'est raconter une histoire par le dessin. Et là, l'histoire en elle-même, je la trouve extrêmement aride. Elle ne m'a pas apporté grand-chose personnellement en tant que fan de SF ou en tant que mec préoccupé par le sujet des IA. Voilà, donc je sais pas trop quoi en faire de cet album-là, je t'avoue. Arnaud, Non, je suis seul à lui mettre des pains. C'est un sentiment que je te rejoins, donc j'ai pas envie de frapper un homme déjà à terre, parce qu'effectivement, moi aussi, hein, c'était mais une déception. Narrative, enfin scénaristique plutôt, vraiment juste sur l'histoire, parce que sur le dessin je trouvais quand même que c'était quand même très très joli, et que justement les premières pages, je m'en rappelle très bien, quand les premières pages de Prélude étaient tombées, je me dis ok, le style a vraiment très intéressant. Je trouve qu'il y a quand même des super idées, mais c'est peut-être vrai, c'est pour ça qu'il est au programme, hein. C'est qu'on croyait qu'on allait apprécier en fait. C'est ça, c'est pas juste pour taper dessus, parce que les trucs qu'on déteste vraiment, je suis pas sûr qu'on prenne le temps forcément de vouloir en parler non plus, quoi. Donc ouais, une petite déception, quoi. Donc c'est quand même disponible en librairie pour les gens que ça intéresse, parce que une belle fab et un bon soin éditorial, ça ne change pas la qualité de l'album. Donc c'est plutôt joli, mais un peu creux, mais ça coûte 22€. C'est toujours disponible en librairie, et n'hésitez pas à nous dire si au contraire vous avez adoré. On sera ravis de savoir ce que vous en avez pensé. Et on termine du côté de Urban aussi, justement pour contrebalancer avec ce précédent album. Alors on va du côté de l'univers DC, parce que ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas parlé de DC, mine de rien. Il y a plein de choses vraiment géniales en ce moment chez DC. Alors que voilà, comme le dit Corentin, avec un album qui est sorti cet été, donc on se rapproche, on rattrape un peu du retard aussi, avec Joker, The Winning Card, une histoire de Tom King et Mitch Gerads, donc une des meilleures équipes créatives vues chez DC / Vertigo ces dernières années. C'est Sheriff of Babylon, c'est Mister Miracle, c'est quoi de nouveau? Mitch Gerads? Oui. Batman One Bad Day Riddler. Oui, le One Bad Day Riddler, la demande en mariage de Batman et Catwoman, la scène d'amour sur le toit. C'est le Riddler qui me manquait. Justement, on est un peu dans la continuité du One Bad Day Riddler avec ce titre qui en fait compile des histoires qui étaient parues dans l'anthologie Batman Urban Legends. Brave and the Bold. Non, Brave and the Bold, pardon. D'ailleurs, c'est référencé dans l'album. Hein. Oui. Il y a 2 fois où ils utilisent, en anglais en tout cas, You're brave and you're bold. Oui. 2 fois, il le fait. Parce qu'il y en a plusieurs. Mais donc Batman Brave and the Bold, et qui revient en fait, c'est un peu une forme de préquel à l'historique en fait entre Batman et Joker, parce qu'on est vraiment ça se situe vraiment dans les premières années. Vous vous rappelez de Batman Begins à la fin quand tu voyais Gordon qui tirait la carte, qui montrait la carte. Grosso modo, cet album, c'est ça, c'est la suite en fait. C'est ça. Alors c'est plus que ça. Alors, dans 1940, sort Batman 1. Batman 1 qui est la première apparition du Joker, qui est à l'époque un simple braqueur qui a un visage de clown. Sachant que Batman existe déjà depuis une bonne année avec ses aventures dans Detective Comics, et que le succès appelant le succès, sa propre revue lui est créée. Et Robin est déjà là dans mon souvenir. Donc en fait, à ce moment-là, le numéro Batman 1, vous avez le Joker qui est donc un super vilain qui
cherche par tous les moyens à dérober des riches et qui annonce ses braquages à la radio. Il dit je vais aller chez tel monsieur riche, je vais le tuer à telle heure et ensuite je vais lui piquer son diamant. Donc il fait ça il tue trois personnes comme ça, notamment en se déguisant, en portant une armure de chevalier, en se déguisant en flic, et à la fin Batman finit par l'avoir, et alors à l'époque justement l'éditorial voulait que Batman tue le Joker, et en fait ce n'est pas arrivé, le Joker a été mis derrière les barreaux, et en fait la popularité de ce personnage-là a fait qu'il est revenu, on lui a construit une origine avec le Red Hood, et après c'est devenu simplement le plus grand vilain en fait de l'histoire des comics. Je sais pas si c'est si c'est un caprice de Tom King ou juste un côté un peu c'est l'anniversaire d'eux, essayons de faire ça. À mon avis non, parce que c'est pas tombé une année d'anniversaire particulièrement, mais c'est un remake. En fait, cette histoire est un remake de Batman 1. En fait. Enfin, de l'histoire de Joker dans Batman 1. Parce qu'en fait, il y avait plusieurs histoires dans ce numéro. Et c'est vraiment, en fait, il y a des scènes qui reprennent explicitement les dialogues de Batman 1. Enfin, du numéro Joker de Batman 1. Donc déjà, le concept est super original. C'est un truc que j'ai déjà dit, moi, par le passé. Je pense que le monde des comics peut, en fait, s'adapter à l'idée de faire des remakes, justement, de bonnes histoires du passé, parce qu'il y a des codes qui étaient pertinents dans les années 40, qui ne sont plus aujourd'hui. Les personnages qui ont évolué, qu'on peut repenser et réinventer différemment. Alors, pour aller très vite, pour moi, c'est une très bonne histoire de Batman. C'est pas une excellente histoire de Batman comme peut l'être Riddler One Bad Day, qui, je pense, va rester pour moi comme le meilleur comics de Batman de Tom King, à mon sens. On est proche quand même, je trouve, non? En fait, développe. Il y a des petits défauts qui m'embêtent un peu, mais on va en parler. Ah bah les onomatopées, les jurons quoi. Ça à la limite, mais j'ai beaucoup pensé à toi en les voyant. J'ai fait oh là ça par contre ça tu vas câbler. Il y a vraiment le personnage au début qui me pète les coups, enfin qui me pète les brrrt, comme il dirait lui. Brut là ouais. Qui lui passe son temps vraiment à dire mais une phrase sur deux, t'as 2 fois des caractères comme ça. Ouais. Mais par contre tu vois voilà c'est quand même mieux foutu que par exemple Batman Killing Time pour moi c'est pas un bon album de Tom King parce que justement en fait on ne voit que les gimmicks et pas la qualité et le talent de son écriture. Là on est un peu au-dessus de ce qu'était par exemple Batman The War of Jokes and Riddles qui était un peu son year one à lui. Pour ceux qui ont raté du coup Batman The War of Jokes and Riddles c'est Batman qui après avoir demandé Catwoman en mariage veut lui avouer son plus grand secret, c'est-à-dire la fois où il a voulu tuer le Joker parce qu'il en pouvait plus en fait. Et c'est un peu au tout début de son parcours quand il était encore un débutant, qu'il avait son costume à l'ancienne, et où en fait Riddler et le Joker se font une guerre en fédérant tous les vilains de Gotham dans les deux camps, un peu comme dans le film Pour une poignée de dollars. Et c'était en fait sa façon à lui de revenir justement aux origines, parce qu'il fait pas souvent en fait des histoires d'origine Tom King avec Batman. Là, on est vraiment là-dedans. C'est son Year One à lui, c'est sa façon de venir se greffer au mythe. Il y a des références explicites à Batman Year One. Et un autre comics que j'aime beaucoup, qui est The Killing Joke, puisque la fin est un clin d'œil extrêmement appuyé, et extrêmement volontaire envers Killing Joke. C'est vraiment en fait le chaînon manquant entre les deux limites, quoi, entre Year One et Killing Joke. Alors, pour résumer l'histoire, donc c'est comme dans Batman 1, le Joker arrive en ville, il menace d'empoisonner le réservoir à eau de Gotham City, comme dans le canon classique, et après, donc il appelle les médias pour dire je vais tuer telle personne à telle heure, et lui piquer son diamant. Dans Batman 1, c'est ça son motif, il veut être riche, sauf que depuis le Joker s'est complexifié, et en fait on découvre que tout ça s'inscrit dans un plan plus compliqué, et là arrivent tous les rajouts que vont faire King et Gerrards pour nourrir un petit peu justement leur vision du Joker, qui est peut-être la plus extrême. C'est rigolo de se dire quand tu lis Batman Catwoman, tu sais, la série en 12 numéros qu'ils avaient fait, où le Joker, c'est un mec qui est amoureux de Batman, c'est presque un triangle amoureux avec Catwoman, il est très, très civil, très normal. Mais parce que là, il est pas encore amoureux. Ouais. Non, mais là, c'est clairement, c'est le Joker, c'est le Alpha Joker, quoi. Ouais. C'est un sociopathe, mais extrême, il ne parle quasiment pas, et quand il parle, on voit pas ces bulles de dialogue, parce que justement, il parle en dialogue muet, quoi. En dialogue muet, de film muet. Ah oui, ça, c'est une esthétique qui est géniale, quand même. Ouais, alors, on sait tous que le Joker de Bill Finger a été inspiré au départ par la performance de Conrad Veidt dans le film L'Homme qui rit, un film d'un cinéaste allemand dont j'ai oublié le nom, qui en fait participe du mouvement qu'on appelle l'expressionnisme allemand. Ouais. Voilà. Donc c'était un mouvement en fait qui était justement très porté sur l'horreur, sur la décomplexion en fait de sociopathologie en fait, et sur l'anxiété en fait allemande dans l'entre-deux-guerres. Et donc c'est là qu'on a eu des images très torturées, le cabinet de Dr Caligari et tout le cinéma de Fritz Lang. Et en fait Nosferatu aussi, oui, tout à fait, de Fritz Lang aussi d'ailleurs, je crois. Non, de Murnau. Et là en fait on a vraiment justement fait des hommages directs à Fritz Lang. C'est-à-dire qu'effectivement le Joker, comme en fait on est temporellement assez proche de l'expressionnisme allemand, il ne parle pas, c'est un personnage quasiment muet, et quand il parle seulement avec effectivement des
des photogrammes en fait de films muets avec toute la découpe qui va avec et tout, et même c'est de la pellicule, parce qu'à la fin de chaque dialogue, la pellicule s'embrase comme les pellicules en nitrate d'autrefois. Donc ça, déjà, je trouve ça assez personnellement assez génial, mais en plus, t'as des vrais clins d'œil à M le Maudit. Donc M le Maudit, qui est un film de Fritz Lang qui est extrêmement célèbre. Donc en fait, la scène d'intro, c'est un tueur pédophile en fait qui va récupérer une gamine à la sortie de l'école, et en fait, on ne voit que en ombre. Tu vois, on voit que son ombre sur le mur. Là, il y a un peu la même scène avec la gamine qui est sur la couverture d'ailleurs. En fait, pareil, il va en fait aller chercher la gamine, et c'est vraiment un hommage, je pense, qui est très conscient, comme le fait que la mafia joue un rôle dans M le Maudit, et que là, c'est aussi le cas. Donc c'est assez intelligent, il y a plein de références qui vont s'enchasser pour faire un truc qui, au final, est assez cohérent dans le mythe de Batman, et assez cohérent dans le mythe du Joker et dans l'origine éditoriale du Joker. Et c'est très très beau aussi. C'est vraiment du photoréalisme à la Mitch Gerads. Là, il te fait même des inserts photographiques. Tu le vois hein, quand il prend de la photo et qu'il passe une plage de couleurs dessus. C'est un Joker qui est terrifiant dans son esthétique, qui est très dépouillé, avec ses yeux. Il a une paire d'yeux brillants, voilà, qui fendent la page et la noirceur de Gotham City. On a un Batman qui est effectivement plus inexpérimenté. Et là, du coup, arrivent les reproches, c'est que Tom King, je pense que c'est un mec qui doit pas être très sûr de lui-même. Enfin, je veux croire qu'on le sait, ça. Parce qu'il y a des fois où, en fait, il a pas foi en ses effets, donc il charge la mule. C'est là, vous voyez, au début de ce bouquin, vous avez Batman qui interroge un mec qui a tué sa femme. Et donc là, dialogue Tom King, c'est-à-dire dialogue à sens unique. Chez Tom King, les personnages, ils se parlent, mais jamais ils ne s'écoutent parler. Ils se répondent pas, en fait. Les dialogues ne font jamais effet. Du coup, ils parlent quasiment que en monologue. Ça, c'est un truc qui peut aussi agacer beaucoup de gens, et les ricains ont horreur de ça, pour le coup. Les personnages de King, ils parlent, ils font une seule tirade sur 5, 6, 7 cases, et à la fin, quelqu'un leur répond, ou alors quelqu'un leur répond pas, et on comprend que la phrase a été signifiante pour faire avancer l'intrigue. Donc là, vous avez ce personnage qui donc va parler avec beaucoup de gros mots qui vont être censurés par DC Comics, avec les classiques Astérix, mot dièse, pourcentage, voilà, c'est ça. Et ce qui est un peu relou pour le coup, oui, arrobase pas Astérix. Le truc, c'est que je trouve que ça freine la lecture vraiment, en fait. Oui, c'est chiant. Vraiment, en plus, il pourrait trouver d'autres façons de le faire, mais bref. Donc, le mec, en fait, donc, fait toute sa tirade pour dire grosso modo que oui, il a tué sa femme et que oui, il ne se sent pas coupable. Et là, Batman lui répond avec une phrase sentencieuse et lui pète la gueule. Ça, c'est Batman. Tu vois, ça, c'est un peu le Batman de Killing Joke, le Batman de Year One, celui qui était très peu bavard et qui avait juste des phrases comme une faucheuse, tu vois, qui arrivent. Plus tard dans l'album, on va avoir la première confrontation entre Joker et Batman, et où vraiment Batman va lui parler. Et lui parler comme si justement il parlait à un gamin. Et il lui dit, tu vois, Joker, j'ai pas peur de toi, ouais. Il faut que t'aies peur de moi parce que tu vois, t'es criminel. Donc les criminels, bah ils sont superstitieux et c'est des trouillards. Cette phrase, elle a aucun sens. C'est comme si Superman, il y avait un mec qui courait devant lui et il disait mais pourquoi tu cours aussi vite? C'est bien que je suis plus rapide qu'une locomotive. Tu vois, enfin, tu cites pas ton propre gimmick, en fait, c'est débile. Dans l'occurrence, ça m'a un peu gêné. Aussi, pareil, il y a des moments. Après, comme tu le dis, il est inexpérimenté, et après, il s'en réfère à Alfred, justement, qui lui dit, tu vois, donc ça part peut-être de sa démarche. Et après, il faudrait peut-être relire Batman 1, en l'occurrence, pour voir s'il s'exprimait pas aussi comme ça, tu vois, pour voir si c'est pas une forme de référence. Après, pareil, aussi, Batman et Alfred, enfin, Alfred qui, comment dire, Batman qui veut mettre un pain à Alfred. Ouais. Ça, non. Bah, c'est Batman des débuts. C'est grossier, ça m'agace. Ouais. Mais après, bon, voilà, il y a des petites erreurs, à mon sens, de caractérisation. Dans un album qui reste quand même extrêmement bien rythmé, extrêmement drôle, on met de la cohérence dans le Joker. Ça, c'est super intéressant. En fait, le Joker, dedans, il fait plein de blagues, mais des bonnes blagues en plus. Alors, je sais pas comment c'est traduit, hein, moi je l'ai lu en VO. Elles sont bien traduites pour le coup. Mais vraiment, c'est des bonnes blagues, c'est bien glaçantes, bien, c'est des vraies blagues que tu pourras entendre dans la vraie vie. Et ça on dit le Joker, c'est un comique, mais on le voit rarement, en fait, faire des blagues. Généralement, la blague, c'est juste que, voilà, il a une idée en tête et que, à la fin, les gens vont se faire tuer, quoi. Là, vraiment, il multiplie les vannes et on sent que c'est un vrai obsessionnel de ce truc-là. Et Batman arrive à décoder son pattern, sur le côté chaotique, surprise. Et comme le Riddler, justement, il arrive vraiment à rentrer dans la matrice de ce personnage et à le rendre, en fait, super logique quand tu réfléchis 2 secondes. Et ça marche grave bien. Les scènes de mort sont géniales. La scène, justement, c'est où il se déguise en flic, que tu as donc dans Batman 1, et qui déjà à l'époque était bien foutu au niveau mise en scène. Là, vraiment, c'est brillant, quoi. Quand il retourne la carte, enfin, non, il y a eu plein de super idées, c'est vraiment bien foutu. Il y a aussi un truc que Mitch Gerads fait, c'est qui ressemble un petit peu à ce qu'on avait dit dans le podcast Cat Crusader, où en fait Batman, des fois, donc il joue un rôle quand il est Bruce Wayne, et des fois il tombe le masque, et du coup Gerads le dessine avec les yeux de Batman sur son visage civil. Oui. Il fait vraiment homme bête, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, vraiment en fait le mec qui a une vraie, j'allais dire sombritude, qui a une vraie noirceur intérieure. Puis vraiment ce Joker qui est terrifiant, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis le dialogue final, c'est ouf, ouais. Le dialogue final, il est vraiment génial, quoi. Ouais. Et c'est vraiment, en fait, oui, c'est l'intro de Killing Joke, le dialogue final. Complètement.
Ouais, c'est un énorme foreshadowing du dialogue final de Killing Joke. Et que j'ai par le rapport avec War of Jokes and Riddles, c'est vraiment, il y a le coup du couteau. Donc, il avait déjà fait à la fin de War of Jokes and Riddles. Et que là, en fait, t'es plus logique parce que à la fin de War of Jokes, tu dis juste qu'en fait, que Batman, il est faillible et qu'en fait, n'importe qui, au bout d'un moment, il bute le Joker. N'importe qui aurait, même le mec le plus patient du monde, le plus moralisateur du monde, aurait fini par tuer le Joker. Et là, en fait, tu comprends que ça marche dans le sens inverse. C'est-à-dire que t'as une blague, en fait, comme à la fin de Killing Joke. Et à la fin de Killing Joke, en fait, c'est pour te dire que les deux sont complètement starbés. En parallèle, ouais. Mais là, en fait, c'est plus une sorte de coup de foudre. C'est-à-dire que, en fait, tu sais pas que Batman, il est fou à ce point-là. Et tu sais que le Joker, il est fou à ce point-là. Mais même lui, en fait, est surpris de se dire, ah merde, en fait, t'es comme moi. Toi et moi, t'es comme moi. On est tarés tous les deux. Et du coup, c'est vraiment bien branlé. Il a vraiment, franchement, des fulgurances, ce mec. Des fois, tu pardonnes un peu, parce que des fois, il fait aussi beaucoup de conneries. Là, je te dis, t'as vraiment des scènes avec des dialogues monologues qui sont, mais extrêmement lourdingues avec, tu sais, Jim Gordon qui lui parle pendant 1 heure et il dit répond pas et puis il se casse. Mais attends, rends-moi ça un peu fluide. À la fin de l'album, il arrive comme à faire parler les personnages, heureusement. Il y a vraiment des fois où tu te dis, au bout de 5 monologues d'affilée, la gamine aussi, elle a un sup. Franchement, la gamine, elle parle, mais elle parle trop. C'est insupportable, en fait. Je comprends bien, c'est pour contrebalancer le fait que le Joker parle très peu, évidemment, je suis pas débile. Mais puis t'as le reveal après, et t'as le reveal, t'as l'installation avec le reveal aussi, tu vois. Et une fois que tu passes cette étape-là, vraiment, t'arrives sur de la symbolique qui est vraiment bien grattée. Puis encore une fois, Geralt, il est fou, quoi. Enfin, c'est très beau, la couleur, elle est incroyable. Vraiment, j'ai pris une petite tarte avec cet album-là, et je pensais pas que Tom King sur Batman, parce que vraiment, moi, j'ai encore Killing Time en travers de la gorge, arriverait à faire aussi bien. Les petits défauts dont je parlais, justement, m'empêchent de mettre au même niveau que Riddler One Bad Day, qui pour moi a 0 défaut. Pour moi, Riddler One Bad Day, il y a pas de gras, c'est maîtrisé du début à la fin, c'est le Riddler comme on l'a jamais vu auparavant. Et en plus, quelque part, le Riddler Year One, il y a aussi un hommage à Killing Joke. Parce que, pour rien spoiler, enfin si, remarque, on peut le spoiler, non? Riddler sorti l'année dernière, donc bon. Tu vois, à la fin de Killing Joke, il y a une théorie, c'est Grant Morrison qui disait ça, qu'en fait, après avoir eu leur éclater ensemble, Batman tue le Joker, qui comprend que c'est un cycle sans fin. Et à la fin de Riddler One Bad Day, en fait, tu comprends que Batman va, en fait, buter le Riddler, quoi. Et du coup, là, en fait, il y a un peu pareil, cette même dynamique, mais qui, comme on revient aux origines, est vraiment, c'est vraiment, en fait, c'est l'histoire d'un coup de foudre. C'est une rencontre amoureuse entre deux starbés qui, en fait, sont tout à fait conscients qu'ils. Tu sais, ce côté rentré, toi et moi, c'est quelque chose, tu sais, genre. C'est le début de quelque chose. Ouais. Non, pour le coup, voilà, ça fait vraiment plaisir. Il y a aussi plein de trucs bien dans Brave and the Bold. Hein. J'ai vu que les ricains, pareil, encore avaient râlé Tom King. Honnêtement, c'est quand on sait que Scott Snyder revient là sur Absolute Batman, moi je me dis qu'on a quand même eu un peu la chance d'avoir ce mec-là quand même pendant quelques années sur La Chauve-souris. Et du coup là, peut-être que je le verrais bien attaquer d'autres vilains, justement peut-être Double Face, tu vois. Enfin, des personnages qui mériteraient d'être un peu revus comme ça, avec le côté un peu origine et le côté fondamental de Batman et de son rapport aux adversaires. Mais je monopolise la parole, Arnaud. Bah non, mais t'as tout dit. En plus, moi, c'est vrai que j'avais même plus en tête le Batman 1, en fait, que c'était une redite, que c'était un remake. Donc, ce qui veut dire aussi, mais même par rapport aussi, c'est que, en fait, quand vous avez pas toutes les références et les connaissances d'un Corentin, en fait, vous appréciez aussi la lecture parce que juste en tant que tel, c'est un très bon récit d'un point de vue purement, juste sur le côté aspect thriller, aspect, chassé-croisé entre un mec qui est complètement fou allié et qui est génialement fou en fait, mais parce qu'effectivement Mitch Garrett aussi le dessine d'une façon, franchement pourtant on en a lu maintenant du Batman et du Joker, mais je me demande si c'est pas vraiment la version la plus effrayante du Joker que tu puisses avoir, vraiment d'un point de vue purement graphique. En fait, Mitch Garrett a complètement compris comment en faire quelqu'un qui fait peur, quoi. Et puis les idées qui étaient en fait à l'époque des gimmicks un peu bébêtes, tu vois, genre le Joker dans son armure de chevalier. Tu te dis, bon, à l'époque, ça devait être rigolo, tu sais, le côté un peu médiéval, un peu fantôme de l'opéra et tout. Mais là, en fait, quand il soulève son home, et tu vois ces putains d'yeux blancs et tout, tu te dis, ah là là, ça rend trop bien. Enfin. Donc non, en termes d'iconisation, ça fait complètement le taf. Je trouve que ça associe, c'est une énorme réussite de faire au final en très peu de pages, en fait, quelque chose qui est presque essentialiste, en fait, qui te dit vraiment, en fait, voilà, c'est quoi l'absolutisme, en fait, du Joker et de Batman et pourquoi c'est une relation qui va s'installer. En fait, on nous explique pourquoi ça marche depuis 80 ans et on sent, j'ai vraiment trouvé que c'était brillant, quoi. Alors, j'ai plus le Riddler One Bad Day en tête assez pour voir si je préfère à ça, mais j'étais soufflé vraiment à la lecture. J'ai fait, mais en fait comme disent les jeunes, banger, quoi, direct. Donc voilà, vraiment un petit coup de cœur, un gros coup de cœur même, franchement, ça m'a vraiment fait plaisir de lire. Ça mériterait un plus grand format pour le coup, parce qu'il est en presque traditionnel, on va dire.
Après, le One Bad Day, il l'avait fait comme ça aussi, je crois. Oui, c'est un peu le même type de format, mais c'est vrai que pour le coup, ça m'aurait pas dérangé, effectivement. Bah, pour ça, il est en DC Deluxe, donc, il me semble que DC Deluxe, c'est un petit peu plus grand que les albums normaux, que les Down Off, en tout cas, mais, ouais, vraiment un album qui fait grave plaisir. Ouais, franchement, vraiment bien, et, ouais, à mon sens, vraiment, il faudrait commencer à considérer l'idée d'une anthologie, d'une collection complète. Tom King présente Batman, comme il faisait avec Brubaker, avec les anciens et tout, parce que pas forcément pour la série elle-même, que moi on connaît mon avis là-dessus, j'ai pas forcément tout aimé dans la série Batman. Plutôt ces autres récits. Voilà, alors, mais un compagnon, tu vois, un Tom King présente ouais. Batman compagnon, où on mettrait tout ce qu'il a fait en à côté, y compris Killing Time. Allez, pourquoi pas, je fais un prix de gros. Mais vraiment, parce qu'il y a des trucs vraiment géniaux quand le mec il est meilleur dans les petits formats comme ça, je trouve. Ouais, quand il est plus concis. Ouais. Et voilà, donc c'est disponible depuis cet été en librairie, ça coûte 17€. Et ma foi, on en a terminé pour ce Back Issues, Corentin. Mais comme on vous l'a dit, on reviendra avec d'autres. Et on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez lu, ce que vous avez apprécié, ce dont vous aimeriez qu'on parle. Et on vous rappelle que si vous voulez apprécier notre travail, vous pouvez simplement soutenir le podcast en le partageant un petit peu partout sur les réseaux sociaux, en en parlant autour de vous, en parlant à vos libraires, puisqu'on demande à avoir plus de contact aussi avec les libraires, notamment s'ils veulent imprimer des cartons First Print à aimer, comme Benoît de la Fnac La Défense le fait, et comme le feront certainement nos amis libraires pour le jury des libraires des First Print Awards. Clin d'œil. Voilà, n'hésitez pas. On est désireux de travailler avec tous les acteurs du livre dans tous les cas, et on a aussi notre Tipeee sur lequel vous pouvez nous aider financièrement pour voir le podcast sur le long terme. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, et on vous dit à très bientôt pour la suite de nos émissions. Salut.